les usages qu'on peut faire de notre rationalité. Alors, plusieurs aspects. Le premier, c'est cette espèce de contre-feu qui est allumé par ce qu'on appelle les climato-sceptiques. C'est-à-dire que ce qui brouille aussi la vision qu'on peut avoir des choses, c'est que des études, des analyses sont publiées qui vont dans le sens inverse de celui dont on parle maintenant. Donc, dans l'esprit des gens, ça n'arrange pas les choses. Et puis l'usage de la rationalité qu'on fait dans les théories économiques, c'est tout de même assez hallucinant de voir que prôner une exploitation complète de la planète sans penser ni à l'épuisement des ressources, ni aux éventuels contre-coups du globe, ça prouve que la rationalité a ses limites. Et quand vous parlez d'une nouvelle universalité, qui est que le sol se dérobe sous nos pieds, quand vous nous dites qu'il faut réorienter les émotions vers un nouveau projet politique, alors d'une part, la rationalité est ambiguë, et d'autre part, ces émotions, les canaliser peut-être, mais est-ce que la première réaction, ça va être simplement la panique? La panique est la raison du climato-scepticisme. Il faut être raisonnable sur les rationalistes. Il faut être poli avec eux. Il faut les comprendre. Vous étiez, supposons, un ingénieur, je les connais, j'ai enseigné 25 ans à l'école des mines, un ingénieur des mines des années 70 qui a investi dans la notion de rationalité, efficacité, modernisation, etc., qui se retrouve avec des nouvelles comme celles dont je parlais au début, bombardé du fait que non seulement le CO2 de l'atmosphère, mais dans l'ensemble des conditions, disons, industrielles, n'ont pas été prévues, tout simplement. Et qui se trouvent inévitablement par des énoncés de fait, publiés en littérature scientifique, en accusation. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'un scientifique, même complètement objectif et complètement sérieux, écrit quelque chose comme on a dépassé le seuil de 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère, c'est un énoncé d'attaque. Ça attribue les responsabilités. Vous ne pouvez pas lire un énoncé comme ça calmement. Donc, la réaction, je ne parle pas de ceux qui sont payés. On sait maintenant qu'il y a des milliards de dollars qui sont payés pour produire l'ignorance. Mais c'est assez normal qu'il y ait des gens qui disent mais on ne peut pas vivre dans un monde où cette chose est arrivée, que les humains aient été capables de modifier aussi leurs conditions d'existence au point qu'on les compare à une force géologique qui modifie le système Terre. C'est incompréhensible en fait. Monsieur Sarkozy, lui on peut prononcer son nom parce qu'il est devenu peu dangereux, disait, c'est le seul moment d'ailleurs de modestie de Sarkozy, il disait mais les humains ne sont pas capables de faire une chose pareille, modifier le climat. C'est une phrase intéressante parce qu'elle est précisément presque raisonnable, ce qui est inouï quand on parle de Sarkozy, mais ce qui est intéressant quand même. On ne se rend pas compte, on a de la peine, et je pense qu'il ne faut pas négliger le fait qu'on a tous de la peine à comprendre comment des humains ont été capables en quelques siècles, 100 ans, peut-être même 50 ans si on prend la date de l'Anthropocène, 80 ans, de modifier la situation même du système Terre. Devenir une force géologique, ce n'est pas quelque chose qui est raisonnable. Donc, la réaction des climato-sceptiques honnêtes, disons, il en existe, j'en connais, c'est de dire c'est pas possible. Je ne peux pas croire une chose pareille. Et donc, ils basculent, comme le font finalement les gens. Vous avez, je pense, des enfants qui continuent à fumer, et on leur dit c'est très mauvais, c'est très mauvais. Oui, je sais, c'est très mauvais, c'est très mauvais, mais ça n'a aucune influence. C'est le moment où on bascule, le moment où on prend une décision qui est importante, et que ces informations ont changé votre mode d'existence, ce n'est pas des informations. Donc il y a une espèce de logique, et vous l'avez parfaitement signalé par le mot panique. On ne peut pas, tous mes amis scientifiques qui travaillent sur ces questions de climat, ils sont tous paniqués. Ils ne sont pas des scientifiques froids. Ils sont tous anxieux de ce qu'ils voient dans leurs instruments. Et ce sentiment de panique doit être pris en compte. Sauf, alors c'est ça où il y a une autre dimension de l'indifférence, qui est une
une indifférence dont je ne parle pas dans ce livre, mais dont je parle dans le précédent Face à guerre, qui est des sources religieuses de cette indifférence, qui sont d'une importance énorme. L'un des responsables américains importants de ces questions dit Dieu a promis qu'il n'y aurait pas de deuxième déluge. Donc, ça va s'arranger. Le Lord ne peut pas nous avoir abandonnés. Et d'autres disent, ce qui est intéressant aussi, mais pourquoi on conserverait tous ces trucs? De toute façon, la Terre va être transformée et the Lord is coming. Donc il y a plein de raisons. Malheureusement, le nombre de raisons d'être indifférent à la question climatique est colossal. Donc on a beaucoup de peine. Mais j'essaie de comprendre. Prenez le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Environnement actuel aux États-Unis s'appelle M. Pruitt. Il a un nom extraordinaire, M. Pruitt. Et c'est un climato-sceptique, lui, payé. Ça, on sait que ça, c'est clair, il est payé. Et il organise l'arrêt ou le démantèlement, disons, des moyens de connaissance de la situation climatique. Donc lui, il n'utilise pas sceptique au sens honorable, il utilise sceptique comme arme de combat. Ils ont cassé cet appareil. Et il dit une chose absolument merveilleuse, il y a un mois, j'ai enfin réussi à dépolitiser la science du climat. Parce que j'ai interdit aux scientifiques payés par l'État américain de participer au panel qui me donnent des avis. Parce qu'ils ne sont pas indépendants, puisqu'ils sont payés par l'État. Par contre, j'ai remis, et donc il a enlevé ces scientifiques qu'il paye lui-même, puisque ça fait une espèce de conflit d'intérêts, et, dit-il, j'ai pris des scientifiques indépendants venant de l'industrie. Ce qui est extraordinaire pour nous, mais lui il dit, j'ai dépolitisé enfin la question du climat. Et je vais organiser des vrais débats entre vrais scientifiques indépendants qui sont tous de l'industrie, donc pas payés par l'État. Vous voyez, on est dans des situations où la repolitisation de la question, c'est en fait une repolitisation générale des questions d'appartenance au monde. C'est ça qui m'intéresse. Alors, il y avait